Dans Smart Tech aujourd'hui, je reçois l'éditeur d'une solution de messagerie complète pour les entreprises qui est une alternative à celle que proposent les GAFAM, et en l'occurrence, on peut le citer même Microsoft. Bonjour Pierre Baudraco. Bonjour Delphine. Vous êtes le président fondateur de Bluemind, donc éditeur de la solution éponyme. Et quand vous dites que vous offrez une réelle alternative open source et française à Exchange, Microsoft 365 ou Google, est-ce qu'on vous croit dans les grandes entreprises ? Alors oui, on nous croit parce qu'aujourd'hui, on a déjà plusieurs centaines de clients, donc il y a un fait au niveau du marché. Dans les très grandes entreprises, le changement est encore un peu compliqué. Donc on nous croit, mais passer à l'acte, faire une transition vers Bluemind par exemple, ça impose... Ça a pas mal de contraintes ou de prérequis, donc les gens ne le font pas encore. Mais la question se pose et on est sollicité par plusieurs grands groupes, grandes structures qui sont en train d'évaluer, en train de voir la faisabilité d'une migration totale ou partielle, puisque... Alors justement, expliquez-nous, parce que quel type de fonctionnalités vous proposez ? Est-ce qu'on retrouve l'ensemble des fonctionnalités classiques de messagerie collaborative ? Alors, oui, on retrouve exactement l'ensemble. Si on parle de messagerie collaborative, du coup, le périmètre, en gros, de faire très synthétique, oui, c'est la partie email, qui est l'outil, je rappelle, le plus utilisé en entreprise. C'est l'oxygène des communications. Toute la notion d'agenda, fixer les rendez-vous, créer ses réunions, ses conseils électoraux, c'est la partie carnet d'adresses. Et tout ceci accessible en général pour les entreprises dans l'univers Microsoft via Outlook, via une interface web et aujourd'hui également beaucoup vers les mobiles. Oui. Ce domaine-là, qu'on appelle la messagerie collaborative, aujourd'hui s'étend avec d'autres fonctionnalités comme tout ce qui est les communications en temps réel, notamment le chat, la visio, des documents partagés de façon très simple. Et puis, on va étendre encore plus loin avec toute la partie métier qui va être la gestion de la connaissance, des documents, etc. dans l'entreprise. Tout ça, c'est un petit peu l'univers de 365. Nous, on traite la partie messagerie, donc avec un périmètre bien délimité. Et sur ce sujet, oui, on propose exactement toutes les mêmes fonctionnalités. On est même en avance sur certaines et sans doute un peu en retard sur d'autres, mais en tout cas, on présente toutes les fonctionnalités du niveau de ce que peut attendre une entreprise. Et alors, j'ai vu que vous précisiez que vous étiez compatible à Outlook. Ça veut dire quoi ? Si vous proposez une alternative, pourquoi avoir besoin d'être compatible ? Ça veut dire beaucoup, parce que la messagerie aujourd'hui, c'est un domaine, tout le monde utilise une messagerie, il n'y a pas un poste en entreprise qui n'a pas, ou entreprise ou collectivité ou toute organisation, qui n'a pas de messagerie, c'est quasiment le premier outil que l'on donne. Et c'est un domaine du coup qui est régi par les habitudes des utilisateurs. La messagerie, il y a toute la partie serveur, en gros où sont stockés vos emails, toute la tuyauterie d'échange et de gestion. Et puis il y a l'interface d'accès pour les utilisateurs. L'interface d'accès, en entreprise la plus connue, c'est Microsoft Outlook, mais vous avez également l'interface web et il existe d'autres clients. Vu que c'est soumis à la satisfaction, au choix des utilisateurs, les utilisateurs connaissant pour beaucoup essentiellement que Outlook, ils veulent garder Outlook. Aujourd'hui, pour... Alors s'ils gardent Outlook, qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement, comme service ? Tout à fait. Nous, on va remplacer toute la partie serveur, donc en gros tout le stockage, toute la gestion de vos emails, et on va permettre d'y accéder soit via Outlook, soit via Thunderbird, qui est un autre client de messagerie multiplateforme open source, soit avec une interface web moderne que l'on a développée, qui est aujourd'hui tout à fait à l'état de l'art de ce qui se fait, soit via les mobiles, ou soit via d'autres clients qu'on va rencontrer un petit peu moins souvent. Et là, la motivation, alors c'est quoi ? C'est de dire je rapatrie mes données justement en France, je prends un acteur français, c'est une question de souveraineté ? Il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui, cette question de souveraineté prend de l'ampleur. On a gagné des très gros projets, même avec des ministères, par rapport à cet aspect-là. On veut maîtriser les données, on veut les héberger là où on veut et comment on veut savoir ce qui s'y passe. Donc pour ça, en fait, soit vous le mettez chez vous, soit vous prenez une solution sur laquelle vous pouvez avoir un audit et une traçabilité et vraiment voir ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Puisqu'en fait, dans les sujets souveraineté, lorsqu'on parle de cloud, il ne faut pas oublier la partie solution, qui est en gros là où il y a le plus de valeur, c'est ce que voient les utilisateurs. Faire de l'infra, c'est bien. Si on ne sait pas quoi y mettre et si les solutions que les gens veulent ne marchent pas sur vos infras, ça ne va pas. Donc oui, nous, on apporte tout ce côté serveur. Et la particularité par rapport à Outlook, c'est que
Outlook est le client de messagerie de la suite de Microsoft, du serveur Microsoft, a un fonctionnement très très particulier, des protocoles et des standards, en gros, un langage à lui quand il parle avec Microsoft. Et nous, la promesse qu'on arrive à faire, c'est on a décodé tout ce langage. On est les seuls, par Microsoft au monde, à l'avoir fait. C'est quelque chose de vraiment très 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 compliqué. Ce qui fait qu'un utilisateur, quand sa société ou son organisation a BlueMind, il peut y accéder depuis Outlook sans aucun changement de comportement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas en fait que derrière, c'est plus Exchange. Et donc, pour lui, c'est transparent. Et ça, par rapport à l'enjeu que je vous... Ça permet de donner un peu plus les coups des franches, peut-être aux responsables des systèmes d'information pour imposer une solution souveraine. Exactement. En fait, imposer, c'est très difficile. Imposer une solution pour laquelle vous n'avez pas l'adhésion des utilisateurs, en général, ça ne marche pas. Souvent, quand j'ai discuté, que ce soit avec l'ANSSI, qu'on avait reçu à l'Open Source Summit à Paris, ou avec d'autres, ils me disaient, mais oui, la souveraineté, c'est important, c'est clé. Et moi, la réponse systématique, c'était très bien, mais des 150 ou au nombre d'OIV que vous gérez, que vous avez, combien ne sont pas sous Microsoft? Ben, 0. Pourquoi? Parce que le sujet satisfaction utilisateur prime par rapport au sujet souveraineté, parce que ça touche tout le monde. Voilà. Et donc, les gens veulent garder leurs habitudes, sinon ils n'arrivent plus à travailler, ils sont plus efficaces, ça râle, et du coup, le projet s'arrête. Ah oui, il faut quand même que l'outil soit pratique à utiliser. Exactement. Alors, donc là, vous combinez un peu les deux mondes, finalement, à la fois la satisfaction sur une utilisation classique et courante, et en même temps, un gage donc, de rapatrier les serveurs, les données en France. Est-ce que la partie open source, que c'est aussi un logiciel libre, apporte un gage de contrôle supplémentaire? Alors ça apporte un gage de transparence. Nous, on est très pragmatique par rapport à l'approche open source. Pour nous, c'est comme la science, c'est-à-dire on publie les recettes, on publie ce qui est fait. Aujourd'hui, le RGPD impose de connaître les traitements, tout ce qui est fait sur les données. Le fait d'avoir une solution open source est un gage par rapport à ça. Par rapport au respect, ben non, les traitements, on peut vraiment voir ce qui se passe. On peut étudier, on pourrait même contribuer. Ce n'est pas l'objet du client standard. Lui, il veut utiliser, il a d'autres chats à fouetter, son activité. Mais c'est vraiment un gage lorsqu'on parle de solutions souveraines de bout en bout, typiquement, on en parle beaucoup au niveau de l'État, au niveau... des alternatives à 365 que l'État aimerait bien enfin aujourd'hui aider à faire émerger. C'est un critère positif par rapport à ça. Alors vous, votre chiffre d'affaires, j'avais noté qu'il était en croissance de 50% là, sur 2021. Oui, 2020 exactement. 2021, on n'a pas encore les chiffres. On a une croissance aussi, mais on n'a pas les chiffres. D'accord. Comment vous l'expliquez, ça ? On l'explique parce que ce domaine de la messagerie qui peut paraître relativement simple, oui, un mail c'est simple, tout le monde en parle. D'ailleurs, quand on fait des émissions sur le collaboratif, on ne parle jamais de la messagerie. Or, c'est de très 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 loin le premier... On aimerait tellement s'en débarrasser des mails, mais on n'y arrive pas. Mais en fait, c'est impossible de s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que c'est le premier canal de communication externe, souvent interne, ça c'est peut-être un défaut, mais externe. Pour écrire un mail, il y a besoin de quoi ? D'une adresse email. Zéro autre question. Vous prenez n'importe quelle autre solution, il faut savoir où sont les serveurs, comment on s'y connecte, etc. C'est compliqué. La messagerie, qu'est-ce qu'il y a sur votre carte de visite ? Comment on a discuté pour organiser cette interview ? Tout ceci se fait par mail. Donc ça a des caractéristiques très fortes, ça a aussi des faiblesses, mais les faiblesses sont plutôt liées à un mauvais usage de la messagerie. C'est pas un endroit pour stocker les documents, c'est pas un endroit pour faire du chat, etc. Mais ça reste l'outil de très loin le plus utilisé. Alors, comment on a préparé cette interview ? D'abord, c'est parce que moi, je suis allée à Beboost à La Rochelle, un événement sur l'open source, et c'est comme ça que j'ai repéré votre solution. Et à l'époque, il me semble avoir noté que vous aviez refusé une levée de fonds ? Alors, refuser, alors pas forcément, enfin oui, on n'était pas en quête de levée de fonds. Pourquoi ? Moi, j'ai déjà eu une première société, j'ai fait une levée de fonds. Bon, je me suis aperçu aussi que quand on rentrait dans le mécanisme levée de fonds, on mettait aussi une sorte d'échéancier avec à terme la cession ou en tout cas de la gestion de l'entreprise ou du management. Aujourd'hui, moi, le projet BlueMind, on est assez ambitieux et je considère qu'on n'est pas du tout au bout de là où on pourrait amener la société. Donc, on a envie de pousser vraiment plus loin sans avoir des gens qui essaient de nous réorienter ou de nous orienter différemment. On pense qu'on connaît suffisamment bien notre sujet. Et le marché aujourd'hui le prouve pour ça. Deuxièmement, c'est que moi je considère qu'un euro apporté par un client a beaucoup plus de valeur qu'un euro apporté par une levée de fonds ou par un financement autre. Pourquoi ?
parce que c'est le résultat en fait de toute votre stratégie, mais surtout de la mise en œuvre de la stratégie. Or, une idée c'est bien, mais une idée c'est facile, c'est pas cher. Quand on crée une boîte, le plus difficile c'est la mise en œuvre, c'est de concrétiser, d'aller jusqu'au client satisfait qui renouvelle, etc. Merci beaucoup Pierre Baudraco, donc président fondateur de Bluemind, qui nous a prouvé, je crois, ce matin qu'il y avait des alternatives indépendantes et françaises en matière de solutions de messagerie. On enchaîne dans Smart Tech, on va parler dans notre talk du vote électronique.